j'ai pris la route là pour aller faire le plein et puis en fait il y a des voitures qui ont fait des appels de phare. Donc j'ai cru comprendre que j'étais en sens interdit, donc je peux pas sortir de là où je suis. Donc direction la frontière, c'est parti. Donc carnet de passage en douane, j'en profite, je vais vous montrer comment c'est. Donc ils sont censés tamponner entrée, sortie et puis récupérer les feuillets là. Et c'est parce que j'ai les tampons d'entrée et de sortie que je vais pouvoir récupérer la caution que j'ai laissée au club automobile de France. Donc ça vaut une fortune. Et c'est très important, en plus du fait que ça vaut une fortune. Mon arrivée à Amman sonne comme un soulagement. Marché aux fruits, aux légumes, souk aux épices, couleurs, odeurs, vendeurs qui crient leur prix, des gens qui vont, viennent et s'interpellent. C'est plein de vie et ça fait du bien. J'ai l'impression de revoir des fruits et des légumes en vie sur les étalages. Après les légumes en barquette et sous plusieurs couches de cellophane en Arabie, j'avais oublié ce qu'était un vrai marché. Les magasins sont ouverts et vivants à n'importe quelle heure de la journée. Un contraste réjouissant après les villes désertes, sans charme et sans âme, sorties de terre ces 10 dernières décennies que j'ai traversées à l'est de l'Arabie saoudite. Une ville bouillonnante avec une certaine liberté d'expression. D'ailleurs, de nombreuses fresques viennent égayer les murs tristes de la ville. À travers ces œuvres monumentales, les artistes partagent leur colère, leurs espoirs, mais aussi dénoncent les tabous d'une société encore très conservatrice. Une ville historique et habitée dans tous les sens du terme.
Amman, une des plus vieilles villes du monde, apparaît dans la Bible sous le nom de Rabat Ammon. Elle a toujours été une cité stratégique sur les anciennes routes commerciales à travers l'histoire et elle a abrité plusieurs civilisations. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, Amman était la capitale des Ammonites, d'où son nom Rabat Ammon. Elle est ensuite envahie par les Assyriens, suivie par les Perses et puis les Grecs, où elle sera renommée alors Philadelphia. Jusqu'à 106 après Jésus-Christ, la ville fait partie du royaume nabatéen, puis elle passe sous la domination de l'Empire romain. En 324 après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion de l'Empire byzantin. Les Arabes la conquièrent en 635, où elle devient Amman. Puis elle décline considérablement. Jusqu'en 1948, Amman ne comprenait qu'un village de quelques maisons et bâtiments. Mais cette année-là, les Palestiniens, fuyant le nouvel État d'Israël, ont doublé la population d'Amman en seulement 2 semaines. S'ensuit une seconde vague d'exilés palestiniens de Cisjordanie en 1967. L'urbanisme se métamorphose, les camps précaires des réfugiés deviennent des banlieues tentaculaires de la capitale du pays. Bon alors je suis pas en haut, et puis je vais pas aller en haut, parce qu'il va falloir que je redescende. C'est quand même vachement pentu. Puis j'ai le vertige. Puis là quand je regarde en bas, ça tourne un peu. Donc là je pense que je vais descendre sur les fesses. Donc la vue de là-haut doit être très belle. Mais je vais me contenter de celle-là. Amman est à la croisée de nombreuses civilisations au cours de la grande histoire. On peut voir en déambulant sur les collines de la ville des édifices de ces différentes civilisations. Elle est aussi une ville d'asile par excellence. Par la suite, Irakiens, Libyens et Syriens y ont trouvé refuge. Aujourd'hui, 80% des Jordaniens du nord du pays sont des Palestiniens. La ville semble vivre en bonne intelligence avec cette mixité sociale, ces différentes cultures et religions. Je me souviens être sortie de la mosquée du roi Abdallah Ier au moment de l'appel à la prière, et en face se trouvait l'église orthodoxe grecque. Et à quelques pas de là, je passe devant une église chrétienne qui sonnait ses cloches pour la célébration du soir. Ça, c'est un ancien hippodrome qui a été presque totalement détruit par un tremblement de terre 500 ans après Jésus-Christ. Et il pouvait accueillir jusqu'à 17 000 personnes.
C'est vraiment incroyable, ces immenses édifices majestueux qu'on retrouve en Grèce, en Turquie. J'en avais vu notamment à Pamukkale et Sagassalos, et puis maintenant ici en Jordanie. On retrouve un peu des éléments similaires. Temple de Zeus, d'Artémis, des grandes ruelles comme ça, bordées de grandes colonnes. Certaines ruelles qui abritaient plein de commerçants. Des immenses amphithéâtres, d'autres plus petits, des stadiums. C'est magnifique, c'est incroyable de voir ça. Et puis c'est aussi génial de voyager et puis de les voir, ces sites-là, d'un pays à l'autre au fil des milliers de kilomètres. Le site du baptême du Christ, le mont Nebo, la source de Moïse, pour moi, ces lieux étaient des lieux bibliques, des cartes divines, pas réellement connectées à des cartes terrestres. Il y avait comme quelque chose de flou et d'impensé. Et pourtant, sans avoir anticipé quoi que ce soit, la veille et le jour de mon anniversaire, je suis passée par ces lieux. La visite du site du baptême du Christ se fait sous très haute surveillance. Policiers en poste le long du parcours et groupes encadrés serrés par des militaires armés. Cet endroit sacré, attesté par plusieurs vestiges comme étant bien le lieu du baptême du Christ, est situé au bord du Jourdain, une enclave jordanienne mitoyenne de toutes parts avec Israël. Sur l'autre rive du Jourdain, flanqué d'un mirador, encerclé de barbelés, patrouillent les militaires israéliens tout autant armés que les Jordaniens. Ce lieu étrange où se percutent des atmosphères radicalement différentes, un lieu saint qui cristallise autant de tensions, de peur, de défiance et de lutte, c'est troublant. Je me sens flottante, un peu confuse, presque hébétée d'être ici, comme prise en sandwich entre l'énergie de Jésus et celle des Kalachnikovs, entre l'énergie des eaux du Jourdain dans lesquelles des pèlerins viennent se plonger, et celle des militaires et des guides nerveux qui pressent les touristes de repartir. La frontière avec Israël est à quelques kilomètres. Alors par ici, trouver un endroit pour dormir n'est pas facile. Des militaires patrouillent partout, tout le temps, et délogent sans ménagement les voyageurs en véhicule qui tentent les bivouacs sauvages. Je n'ai guère envie de me faire déloger en pleine nuit. Alors je fais comme toujours. Je fais confiance à mon intuition et à la vie. Je m'engage sur une petite route pour descendre dans un wadi. Je croise un retraité qui me demande ce que je fais là. Je cherche un endroit où me garer pour dormir. Tu peux venir à ma ferme. Il fait demi-tour et je le suis. Et me voilà dans un endroit merveilleux, silencieux, loin de tout. Il me laisse là et rentre chez lui à la ville voisine. Rendez-vous demain matin pour le café. Voilà, je suis dans une impasse. Normalement, j'aurais dû descendre par le chemin là, mais il est assez raide. Et puis, il y a des grosses ornières, donc j'étais pas sûre d'être capable de remonter. La maison du monsieur, elle est juste en bas là.
Il s'appelle Sultan Issam. Il est professeur et docteur en théologie. Un homme sage qui a voyagé dans la moitié des pays du monde. Il a passé plus de 25 ans hors de Jordanie pour étudier et enseigner dans des grandes universités. Donc la maison du monsieur, elle est là. J'ai dormi sur le chemin là-bas et la maison, elle est tout à fait dans le bas. Sa maison est ravitaillée en eau par la source de Moïse. C'est à quelques pas de chez lui, selon l'histoire, que Moïse aurait frappé de son bâton la roche et que la source aurait jailli. Bon là, la rivière est toute petite, mais normalement c'est une grande cascade et il y a plein d'eau. Il peut y avoir de l'eau quasiment jusqu'à nos pieds. Et les gens de Medaba, la ville qui est à 15 km, venaient chercher l'eau ici. Alors, hasard ou coïncidence de ces 2 journées autour de mon anniversaire, certains n'y verront que des symboles sans grande importance. Moi, j'y vois des synchronicités qui me guident et elles sont tellement récurrentes dans ce voyage. Madaba, une petite ville chaleureuse qui regorge de trésors et d'églises. Encore une ville citée dans la Bible sous le nom de Madeba. Madaba est réputée pour ses splendides mosaïques byzantines, les plus anciennes du monde, dit-on. C'est dans l'une de ces églises que se situe la plus vieille carte de Jérusalem et de la Terre Sainte, la carte de Saint-Georges. Créée au VIe siècle avec plus de 2 millions de pièces, elle représente toute la géographie du delta du Nil jusqu'à l'actuel Liban. Je suis littéralement émerveillée par ces créations aux millions de minuscules pièces colorées, formant de grandes fresques représentant des fleurs, des plantes, des animaux domestiques ou mythologiques, ou encore des histoires légendaires ou des activités quotidiennes de l'époque. Surnommée mondialement la ville des mosaïques, c'est l'endroit idéal pour apprendre cet art dans l'un des nombreux ateliers de la cité. On monte sur la route des rois. Bon voilà, j'ai trouvé un endroit pour dormir. Alors c'est pas si simple. N'ayant pas de 4x4, je peux pas aller m'engager sur des pistes et puis aller me mettre dans le fin fond d'un wadi ou je ne sais où. Parfois je passe pas et puis parfois je suis pas très rassurée, donc je veux pas aller me mettre dans un truc où j'aurais du mal à me sortir. Donc là je me suis arrêtée dans un petit village
Et puis je suis allée à la sortie du village. J'ai croisé un monsieur qui se demandait ce que je faisais là. Il m'a indiqué la grande route et puis l'hôtel. Et puis j'ai pu lui expliquer avec le traducteur que je cherchais un endroit pour dormir dans la voiture. Il m'a dit oui, c'est bon, tu peux te mettre là, pas de problème. Dans les ressources que j'utilise, donc là par exemple en Jordanie, sur la route des rois qui va à Petra, c'est la route de montagne, donc on peut pas s'arrêter sur le bord. Donc je vise les petits villages. Si je vois que c'est des villages un petit peu touristiques, parce que je sais que c'est assez sécurisé, en général ils ont plein de caméras tout autour des maisons. En fait avec l'habitude on comprend assez vite comment fonctionne un pays, quel est le niveau de sécurité, quel est le niveau de risque. Voilà, donc là c'est pas mal. Il y a des familles autour. Au pire, ce qui va m'arriver, c'est que je vais être invitée dans une famille, donc tout va bien. Et puis c'est plutôt joli, j'ai une jolie vue. Donc la question des nuits, c'est vraiment souvent une grosse question, qui plus est quand on est seul et qui plus est quand on est une femme. Il y a plein de possibilités qu'on va trouver quand on va arriver dans le pays. Et selon le pays, les ressources et les possibilités, elles sont différentes. Tous les soirs, je sais que je vais trouver un endroit. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés, c'est de ne pas se mettre à flipper. Parce que quand on se met à flipper, forcément, on n'attire pas les bonnes choses. Et puis, on n'a pas le même discernement. Et puis, on fait les choses dans la précipitation. Et puis, on ne fait pas les mêmes choix. Donc, c'est pour ça que de prendre le temps pour trouver un endroit et de s'y prendre suffisamment tôt pour ne pas être embêté, c'est vraiment la principale ressource. La plus grande règle, quand même, c'est de se faire confiance. De faire confiance à la vie qui va nous mettre sur le bon chemin. Enfin, moi, je vois que je fais vraiment confiance à ça, en fait. Je viens d'ouvrir la porte du camion et regardez-moi ce que j'ai trouvé. À mon avis, t'as rien à faire là, toi. Bon, je devais prendre un truc dans ma glacière. Oui, il y a des trucs à manger dedans. Non, 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 non. Bon. C'est pour ça que t'es venue ici, c'est parce que t'as senti ce qu'il y avait dans la glacière. Mais j'ai rien pour toi. Allez, il faut que tu t'en ailles, que tu retournes chez toi.